Le Niger relance sa coopération avec l'Algérie. C'est le sujet principal dans cette émission Regard sur l'avenir sur la chaîne C360. Et nous avons pour invité donc dans cette émission Alouna Traoré. Il est militant et témoin vivant de la révolution d'août 83. Bakary Kaboré, juriste et analyste politique. Et enfin, Rawende Komtobré, il est diplômé en économie, mais aussi membre du cadre 2 heures pour nous, 2 heures pour Kamita. Camarades, bonjour et bienvenue donc à l'émission. Et merci pour ce temps consacré à la chaîne C360. Le Niger qui relance sa coopération avec l'Algérie, avec cette visite de haut niveau du Premier ministre algérien au niveau donc de Niamey. Une visite qui a suscité beaucoup d'interrogations au niveau donc des États de l'AES. Camarade Traoré, comment avez-vous apprécié donc la forme et le fond de cette visite? Bon, c'est de bon augure. Le président, dans un premier temps, c'est le président nigérien qui était parti en Algérie. Mais les gens n'ont pas trouvé quelque chose à dire. Ils ont jasé aussi. Maintenant que le Premier ministre algérien rende la politesse en venant au Niger, quoi de plus normal? C'est le renforcement de la coopération. Toujours est-il que ces rapports-là ont pour fondement l'AES. Parce qu'on a une diplomatie commune. Et je pense que si l'Algérie améliore ses rapports avec le Niger, elle a amélioré ses rapports avec l'AES. Voilà. Parce que vous vous souviendrez que dans le même temps où le président du Niger était en Algérie, l'ambassadeur du Mali était aussi parti en Algérie. Voilà. Donc, ceci expliquant cela, donc c'est les vertus et les dieux de la diplomatie. Il faut permettre à chacun de faire son marché. Que le président, en principe, on devait s'attendre à ce que le président algérien vienne à Niamey. Mais maintenant, s'il a découplé et que ce soit le Premier ministre, bon, encore une fois, est-ce que ce n'est pas 2 poids 2 mesures? À défaut que le président Tebboune vienne lui-même, il a envoyé son Premier ministre. Bon, on peut le prendre ainsi, c'est de la coopération, et puis le Niger défend ses intérêts comme l'Algérie défend ses intérêts. On ne peut pas empêcher, ce n'est pas du fait de l'AES que le Niger doit abandonner la poursuite de ses intérêts. Toujours est-il que le Niger est plus AES que toute autre chose. Maintenant, on n'a pas fermé, c'est des fenêtres de coopération. Du jour au lendemain, on aura besoin de l'Algérie dans des trucs, on utilisera le Niger pour ce faire. Absolument. Voilà. Donc, je pense que c'est de bonne guerre que le Premier ministre vienne en Algérie et vienne au Niger. C'est une bonne chose. Que la coopération se renforce. Tout ça au bénéfice de l'AES. Oui. Voilà. Camarade Kaboré, avez-vous l'impression qu'on en fait un peu trop par rapport à certaines inquiétudes concernant cette visite-là? Est-ce que les inquiétudes de certaines personnes vraiment sont fondées? Alors, les inquiétudes qu'on pourrait avoir, naturellement, il va falloir les analyser au prisme de nos intérêts. Et il faut savoir qu'entre les États, nous avons des intérêts. Et un peu partout dans le monde, même lorsque des États sont en guerre, ils ont toujours maintenu l'économie. Ils ont toujours maintenu les relations commerciales. Parce qu'effectivement, il y va de l'intérêt vital de ces différents États. Pour ce qui concerne l'Algérie, en tout cas le réchauffement des relations, il faut le dire ainsi, entre l'Algérie et le Niger sont de très belles factures. Il va falloir que nous, au niveau de l'AES, nous ayons au-delà effectivement de ces réactions épidermiques, aller au-delà des émotions et des sentiments, pour comprendre, en tout cas à travers un calcul assez froid et clinique, là où nous avons nos intérêts. Alors, voyez-vous, lorsque le prédécesseur l'a tellement bien dit, lorsque le président Abdourahmane Tiani s'est rendu à Alger pour un séjour de travail, aussitôt après, et même juste après son séjour, l'ambassadeur malien
est en poste à Alger a rejoint son poste. Donc, c'est pour vous dire. Alors, le président Abdourahmane Tiani va parler pour le Niger, mais pour l'AES, comme il a dit. Et donc, nous allons comprendre par là que les intérêts sont tellement importants. Si l'Algérie doit, à travers la bouche du général Tiani, conserver, en tout cas pour ne pas perdre la face, à travers le fait qu'il y a eu un refroidissement des fils un peu distendus avec le Mali depuis que le drone malien avait été abattu par l'armée algérienne. Alors donc, l'Algérie était en train de donner des arguments qui étaient quand même, qui ne tenaient pas très bien la route, qui frisaient la honte, qui frisaient effectivement le déni. Mais si une autre personne peut être là et qu'on profite, laver le linge sale qui s'était effectivement établi entre les deux États, tant mieux. Voilà pourquoi la conclusion était que l'ambassadeur malien retourne à son poste à Alger. Et ça, c'est positif pour l'AES. Deuxième élément qui est important, c'est le fait que alors, les relations vont toujours nous servir. Alors, quels sont les grands accords qui ont été signés lors de cette rencontre, lors de leur commission mixte qui s'est réunie, qui a pris fin le 24 mars? C'est le fait qu'il y aura même déjà le pipeline qu'on va réveiller, c'est un vieux projet qui va revenir et ça va servir tout le monde, le Niger, y compris l'AES. Deuxième point qui est important encore dans ces accords, c'est le fait que alors il y a une centrale nucléaire, enfin une centrale électrique qu'ils vont mettre en place, de 40 mégawatts, qui va naturellement au-delà du Niger servir les populations de l'AES. Vous voyez que nous gagnons. Et vous savez très bien, avec le contexte mondial de la guerre au Moyen-Orient, entre Israël et les États-Unis d'un côté et l'Iran de l'autre côté, avec pour conséquence difficile à digérer pour nous tous, c'est le fait que les prix des énergies fossiles, notamment le pétrole, vont connaître effectivement une hausse. Et cela ne va pas arranger effectivement la paix mondiale, y compris les consommateurs finaux que nous sommes. Donc c'est pour vous dire, si nous avons l'occasion d'exploiter notre pétrole, nos ressources sur place, le Niger le fait déjà. Rappelez-vous qu'effectivement, à un moment donné, il y avait les problèmes au niveau de la fourniture de carburant à Bamako. Le Niger et Niamey a envoyé effectivement beaucoup de camions-citernes pour accompagner, soutenir le frère malien, y compris même en passant par le Burkina Faso. Donc c'est pour vous dire, de tels accords qui vont nous permettre d'avoir beaucoup de puissance en matière d'énergie vont servir naturellement le Niger et l'AES. Absolument. Camarade Komtobré, de la parole à l'acte, nous savons que les relations internationales, les relations diplomatiques sont très versatiles, au gré donc du vent. C'est vrai qu'on applaudit ces accords signés donc entre Alger et Niamey, mais déjà nous savons comment les relations diplomatiques fonctionnent. Est-ce qu'on ne craint pas un jour donc être mis devant le fait accompli, le revers de la médaille qui va sans doute doucher les espoirs des populations de l'AES? Ok, pour répondre à votre question et à la suite des dires de mes papas ici, il faut dire que sur le plan diplomatique, les relations ont beaucoup amélioré. Les doutes des gens envers l'Algérie étaient liés sur la gestion de l'accord d'Alger. Et l'accord d'Alger avait pour module la séparation du Mali en deux. Et étant donné que le Mali, avec la venue au pouvoir du général Abdourahmane et Assimi Goïta, le Mali a repris en main l'intégralité de son territoire et la neutralisation complète de tous les bandes terroristes qui étaient au niveau de Kidal. Donc, une fois que cette équation est résolue, l'accord d'Alger tombe dans l'eau. C'est le problème que les gens avaient avec l'Algérie, c'est le fait que l'Algérie n'arrive pas à digérer cette équation qui était en train d'être résolue par les Maliens eux-mêmes. Donc, étant donné que vous voulez profiter de l'accord d'Alger pour avoir une même sur le nord du Mali et que cette équation est tombée dans l'eau, comment l'Algérie doit se repositionner? Alors qu'à côté, la France reconnaît la marocanité du Sahara occidental. Et même les Américains ont suivi. Donc, à un moment donné, l'Algérie se sent mise de côté sur le plan diplomatique.
Donc, il fallait d'abord non seulement à l'Algérie d'accepter que le Mali est un État souverain et que le Mali contrôle l'intégrité de son territoire et que le Mali aussi se bat pour son indépendance de la même manière que l'Algérie aussi se bat pour son indépendance. Tout à fait. Donc, les soubresauts qui existaient entre le Mali et l'Algérie, voilà, c'était tout à fait logique parce que l'esprit algérien qui pensait vouloir avoir une même sur le nord du Mali est tombé. Donc, il fallait à l'État algérien de se repositionner. Et ce repositionnement-là doit être validé par le principe selon lequel l'AES est une entité souveraine avec laquelle l'Algérie doit coopérer désormais. Donc, étant cette phase qui est bien établie, donc il fallait maintenant revenir avec le Niger pour que l'enjeu de l'AES à côté de l'Algérie soit une ligne diplomatique forte. Parce que c'est plus bon pour l'AES de collaborer avec l'Algérie que n'importe quel pays du Maghreb. Hein. Parce que historiquement, nous avons des relations en termes de combat pour la souveraineté, surtout avec la bataille de l'indépendance que l'Algérie a menée, où les combattants étaient entre-temps avec Gao, Kidal, ainsi de suite. Donc, ça fait que, de par le passé, on a un lien au moins avec l'Algérie en termes de combat d'indépendance. Donc, c'est un allié que nous, on ne peut pas laisser tomber comme ça. Parce que si l'Algérie est fragile, nous, on est foutus. Et si nous aussi, on est fragile, l'Algérie est foutue. Donc, l'Algérie sait. Donc, voilà pourquoi c'est plus facile à l'Algérie de ne pas être mis au banc de tout sur le terrain diplomatique, de revenir et avoir l'axe de l'AES comme élément géopolitique fondamental. Donc, c'est comme si l'Algérie repositionnait les quatre. Et la venue même de Tiani était quelque chose de salutaire, non seulement pour les Algériens et aussi pour nous, parce que nous, on a un frère aussi qui est à côté de nous où nous devrons faire le combat ensemble. Sur le plan sécuritaire, vous voyez que si le nord du Mali est délaissé, ça serait un chaos pour nous et même pour toute l'Afrique, hein, et en même temps pour l'Algérie, parce qu'avec la corruption, hein, les bandes criminelles qui se pavanent partout, donc on va briser toute la zone, non seulement du Maghreb et du Sahara et du Sahel. Donc, à partir de ce moment, l'Algérie a fondamentalement une équation à résoudre, non seulement pour la bataille, pour qu'on puisse sécuriser, ne serait-ce que accepter d'abord l'indépendance du Mali et la suprématie du Mali sur le nord, aider le Mali non seulement à sécuriser le nord, et lui aussi, à son tour, avoir un espace qui est sécurisé, parce que si ce n'est pas sécurisé, il y aurait un problème en Algérie, parce que ceux qui sont allés déclarer l'indépendance de la Kabylie, vous savez c'est où ils ont déclaré? C'est en France. Donc vous voyez, à partir de là, l'Algérie aura une main forte en ayant l'AES à côté pour pouvoir mettre la pression sur l'État français. Donc, diplomatiquement, ce niveau-là aussi est un point fondamental. Absolument. Et aussi sur le plan sécuritaire, c'est un enjeu parce que ça va nous permettre de sécuriser notre sous-région. Et aussi, si vous regardez même sur le plan même international, on a toujours les mêmes partenaires, hein, c'est-à-dire la Russie, la Chine. Donc, dans le regard, c'est un enjeu. Et ça va nous permettre aussi de contrebalancer souvent avec le comportement du Maroc, tantôt qui peut être vert et après orange. Donc, ça nous permet aussi de savoir qu'à un moment donné, il faut jouer sur les cartes. Parce qu'on dit qu'en géopolitique, vous ne pouvez pas avoir un ami qui est sincère 24 heures sur 24. À un moment donné, si les intérêts déséquilibrent, le gars il peut changer en un temps record sans que vous ne rendez compte. Maintenant, une fois que ces deux paramètres sont établis, ben, vous voyez maintenant que l'AES se renforce. Et l'AES prend beaucoup plus de force parce que, comme l'aîné venait de le dire, sur le plan économique, vous voyez que l'enjeu du pipeline qui va quitter Alger, passer par le Nigeria et venir au Niger, ça serait un enjeu capital parce qu'on voit Alger est obligé de nous aider parce que, vous voyez, quand vous regardez le comportement de l'Union européenne envers le Niger, vous savez que si cet enjeu est réglé, nous aussi on pourra maîtriser l'enjeu du pétrole et quand le coût du pétrole monte, nous on gagne. C'est comme ça le jeu. Actuellement, c'est monté. Si on maîtrisait, on gagnait. Donc, c'est fondamental à ce niveau. Et aussi, c'est faire en sorte qu'au niveau de, comment on appelle, des autres aspects, c'est-à-dire pipeline et aussi les projets économiques, l'échange qu'on peut avoir entre nous, et l'AES est vital pour l'Algérie. Parce que c'est un espace de plus de 70 millions d'habitants et des jeunes en majorité, une population majoritairement jeune. Donc, ça veut dire que c'est un environnement où les gens consomment beaucoup. D'accord. Donc, si vous avez des industries qui produisent des produits finis ou qui peuvent être payés au niveau de l'AES, bon, c'est un marché ouvert. Absolument. Donc, les entreprises algériennes aussi, voilà, se rendent compte qu'il est plus facile d'avoir l'AES à côté pour pouvoir
faire l'équilibre géopolitique que d'avoir un AES fragile, parce que ça va entraîner la fragilité aussi de l'Algérie. Camarade Traoré, l'AES avait donc bon espoir avec le Maroc. Aujourd'hui, le rapprochement avec Alger, qui n'est pas en odeur de sainteté avec le royaume chérifien, est-ce que cela ne va pas poser un autre problème par la suite? C'est les comportements d'adultes. Les États sont adultes. Absolument. Tout comme nous, notre partenaire stratégique, la Russie, la Fédération de Russie, coopère avec le Togo et la Côte d'Ivoire. Absolument. Nous ne devons pas nous en offusquer. Mais le même partenaire stratégique coopère avec le Burkina. Tu vois? Donc, au niveau diplomatique et au niveau géostratégique, comme les camarades l'ont dit, bon, nous ne sommes pas la chasse gardée d'aucun État. La souveraineté, la liberté de coopérer, de choisir avec qui nous voulons coopérer est admise en AES. Nous ne sommes ni les bébés chéris du Maroc, encore moins de l'Algérie. Nous coopérons avec qui nous voulons. Tout comme vous avez remarqué dans un passé récent, tous les pays francophones sous domination de la France, avant de coopérer avec un État, devaient demander la permission à la France. Absolument. Or, la situation de souveraineté commande que nous sommes devenus adultes, nous sommes conscients de nos intérêts et nous coopérons avec qui nous voulons. Ça, c'est une forme de grande liberté acquise. Autant nous voulons faire ce que nous voulons, nous devons reconnaître la même liberté aux autres États. Que le Maroc coopère avec le Burkina, aucun État ne devrait s'en offusquer, encore moins l'Algérie. Nous coopérons, mais ça ne veut pas dire que nous sommes en relation de soumission avec vous et que vous devez nous dicter notre comportement. Oui. Désormais, l'AES ne demande la permission à aucun État. L'AES réfléchit de façon autonome dans la mobilisation des masses populaires et dans la défense des intérêts en AES. D'où le sens de la diplomatie commune. En quête dans le monde, nous recherchons quelles sont les initiatives, les alternatives qui peuvent nous permettre la meilleure exploitation de nos ressources. Donc, dans cet enjeu-là, la porte est ouverte. Qui nous respecte, nous considère et défend nos intérêts. Gagnant-gagnant. Tout à fait. Dans cet ordre d'esprit-là, c'est vrai que nous sommes sortis de l'emprisonnement à la liberté. C'est le prix de la liberté. Tout à fait. Hier, nous devons demander la permission à la France pour pouvoir agir. Aujourd'hui, nous sommes libres. Et c'est vrai que ça offusque. Ah bon, je ne suis pas d'accord avec un tel, pourquoi tu coopères avec lui? Non. Et je pense que c'est le comportement adulte dans la défense des intérêts de nos États. Et l'AES a grandi. Vous avez remarqué la souplesse. Depuis que les trois États, depuis que l'AES existe, bon, la liberté est admise, il y a une diplomatie commune. Tout à fait. Que l'Algérie coopère avec le Niger. Et je pense en interne, les trois États communiquent entre elles. Il y a des lignes à ne pas dépasser et il y a la sauvegarde, sauver la face. Donc je pense que l'un dans l'autre, c'est de bon augure. Tout à fait. Les fenêtres sont ouvertes pour la défense de la dignité et des intérêts des masses populaires en AES. Ça, il faut le saluer. Et puis, le spectre, l'Algérie a une longue expérience de lutte en matière de lutte contre le terrorisme. Et ils ont des acquis dans le développement économique. Bon, donc, nous, on peut s'inspirer de cette expérience-là, de cet acquis-là. Ce qu'on gagne avec l'Algérie. On ne doit pas s'en inquiéter. Non, il n'y a pas d'inquiétude puisque nous sommes adultes. Ouais. Le Niger est un partenaire sûr, c'est avec qui le Niger c'est l'AES, et le Mali c'est l'AES et le Burkina c'est l'AES. Donc de ce point de vue, il n'y a pas à s'inquiéter. En interne, on va régler nos problèmes. D'accord. L'essentiel, qu'on arrive à bouter, finir avec le terrorisme. Dans la lutte contre le terrorisme, à l'école du terrorisme, nous apprenons beaucoup de choses. Et qui nous aide, parce que dans un passé récent, l'histoire de l'Algérie a montré qu'ils ont remporté des victoires sur le terrorisme. Le Niger peut s'en inspirer. Et si le Niger acquiert un savoir-faire,
c'est tout l'AES qui acquiert un savoir-faire. Absolument. Et de ce point de vue, je pense que la fenêtre nigérienne est la bienvenue. Autant les portes sont fermées du côté du Mali, si la porte est ouverte au niveau du Niger, c'est tout bénef. Parce que le Niger ne va pas rien cacher au Mali, tout comme au Burkina. Et je pense que c'est de bonne guerre et c'est, pour une fois, on joue d'intelligence. Absolument. Nous ne sommes la propriété d'aucun État. La liberté commande que nous nous respections dans la défense de nos intérêts stratégiques. Tout à fait. Voilà. Autant nous ne pouvons pas dicter un comportement à la Fédération de Russie ou à la Chine. Nous également, nous attendons d'eux qui respectent nos choix stratégiques. Tout à fait. Voilà. Camarade Kaboré, c'est vrai, quand on regarde, bien sûr, ce qui se passe, c'est la réelle politique. Hein. Dans nos États, on a besoin souvent, à un certain moment, de nous laisser guider par ce qu'on peut appeler la réelle politique. Donc, est-ce que c'est le cas dans ce qui se passe entre Alger et Niamey? Non, c'est plus que de la réelle politique, hein, parce que ce sont des intérêts vitaux. Il faut comprendre que partout, c'est comme ça, hein, tout le monde le fait. Et vous savez très bien que actuellement, il y a la première ministre italienne, c'est Giorgia Meloni, qui est, c'est quoi, on dit président du conseil ou c'est quoi en Algérie, président du conseil en Algérie, en Italie. Oui. Elle a fait le déplacement d'Alger pour négocier le gaz. Parce qu'elle pense qu'effectivement, avec la situation au Moyen-Orient, l'Algérie est l'un des principaux fournisseurs en gaz pour l'Italie. Il faut prévenir l'hiver. Voilà, il faut prévenir l'hiver noir. Il faut se préparer. Il faut être réaliste. Pour revenir à ce que vous avez dit, c'est de la réelle politique. Il faut être réaliste. Laisser les sentiments et les émotions de côté. Et laisser l'orgueil inutile entre grandes puissances colonisatrices et ainsi de suite de côté. Et revenir calmement, au gré de nos intérêts, savoir ce que nous voulons faire. Donc c'est pourquoi, effectivement, Giorgia Meloni, elle est venue à Alger pour négocier. Elle a dit qu'elle souhaite que vraiment, on puisse augmenter même la quantité de gaz pour prévenir tout ce qui va se passer. En tout cas, les conséquences néfastes du conflit au Moyen-Orient risquent d'affecter tout le monde et de la pire des manières, notamment les pays européens qui n'ont pas beaucoup de capacités en termes énergétiques. Donc, Giorgia Meloni, effectivement, elle reste la tête sur les épaules, contrairement à d'autres représentants, d'autres présidents de certains États européens qui continuent effectivement de se fourvoyer avec des chemins sans issue. Et donc, et c'est pour vous dire, si Giorgia Meloni, l'Italie vient négocier le gaz algérien, ce n'est pas nous qui sommes les voisins immédiats, qui partageons les mêmes frontières, qui allons bouder effectivement cette manne et cette opportunité de faire de nos États des puissances en devenir. Nous le sommes déjà. Peut-être que nous ignorons que nous étions très puissants. Parce qu'on nous a toujours dit, quand nous étions petits déjà, qu'effectivement nous ne sommes rien, nous sommes des États pauvres, qui négocions même la nourriture. Nous sommes des États pauvres très endettés. Très endettés. Aujourd'hui, il va falloir qu'on change les paradigmes. Pourquoi ne pas introduire la notion des pays riches en voie d'appauvrissement et très incertain. Voilà, donc voyez-vous, oui, parce que c'est le cas aujourd'hui. Des pays riches qui sont dont les citoyens sont en train de boucler les fins de mois avec les poubelles. Compléter la fin de mois, la nourriture, en fouillant les poubelles pour compléter, parce que ce qu'on reçoit ne suffit plus pour tenir le coût de la vie. C'est ce qui se passe en France aujourd'hui. Donc, d'où vient-il que ces pays-là continuent de se nommer comme étant des pays d'abondance, des pays riches, des pays développés. Et nous, voyez-vous, il y a tellement beaucoup de sobriquets des pays, des termes bizarres qu'on nous a affublés. D'abord, les pays du tiers-monde, les pays en voie de développement, les pays pauvres très endettés. Il y a beaucoup de mots, y compris même avec le soutien souterrain. Beaucoup d'euphémismes. D'euphémismes des institutions de Bretton Woods, la Banque mondiale, le FMI et même l'OMC. Est-ce que vous savez qu'en 1990, au niveau des Nations Unies, on avait intégré et introduit la notion du droit au développement. Et comme les pays nouvellement indépendants étaient assez nombreux désormais aux Nations Unies, effectivement, ils ont voté pour que ce droit au développement-là soit la chose la mieux partagée pour tout le monde. D'accord. Mais ce qui est curieux, que vous allez remarquer,
c'est qu'effectivement, toutes les grandes puissances se sont opposées à ce droit-là pour que cela soit voté aux Nations Unies, y compris les États-Unis, Grande-Bretagne, France, et même l'OMC, se sont opposés au fait que, ben, voyez-vous, on dit que nous sommes tous égaux aux Nations Unies. Mais on s'oppose au fait que certains qui veulent sortir leur population de la pauvreté, on leur refuse ce droit. Par contre, on clame haut et fort aux Nations Unies que nous sommes tous des États égaux. Ça, c'est curieux. Donc, rappelez-vous très récemment qu'il y a un vote au niveau des Nations Unies où on parlait même de comment traiter l'esclavage et traiter les afro-descendants, ou du moins les descendants d'esclaves que nous sommes. La résolution est passée et, ma foi, beaucoup d'États se sont abstenus, notamment les pays occidentaux et européens. 3 États ont voté non, hein, ont voté contre le texte, la proposition, la résolution. Pourquoi? Il s'agit des États-Unis, Israël et Argentine. On veut transformer l'esclavage que tout le monde a vu avec toutes ses conséquences. J'avais parlé la fois dernière, les Arabes qui étaient les premiers effectivement à initier l'esclavage en Afrique. Donc, on vote un texte au niveau des Nations Unies pour condamner et faire de l'esclavage un crime contre l'humanité. En tout cas, la résolution est passée. Ouais. Tout le monde va désormais voir ça comme étant un acquis des Nations Unies et conduire désormais la vie et les relations sur la bannière de cette nouvelle donne. Ouais. Camarade Komtobré, on dit que l'ami de mon ami est mon ami. C'est une maxime qui peut être imposée dans le cas Mali, Algérie, Niger. Oui, c'est possible parce que la puissance de l'AIS a inversé les dons. C'est ça l'équation principale. Parce que l'esprit que l'Algérie avait du Mali, de par le passé, c'était, voilà, c'est comme la France qui nous regarde aussi. Voilà, une condescendance qui ne dit pas son nom, un esprit de supériorité, voilà. Et avec l'arrivée de Assimi Goïta, il faut que l'Algérie considère le Mali comme une grande puissance qui a sa capacité à protéger son territoire et aussi à défendre ses intérêts. Une fois que l'Algérie accepte ça, il n'y a pas de problème. Mais si l'Algérie n'accepte pas ça, il y aura problème. Et nous-mêmes, nous voulons que dans ce processus, parce qu'avec la diplomatie nigérienne qui a été sous l'égide du président Mohamed Tchani, une fois à Alger, vous avez vu que l'ambassadeur du Mali qui était retourné est reparti. Voilà, nous voudrons que dans ce processus, il nous livre le délinquant, l'imam Diko. Voilà, c'est un grand délinquant, il faut le ramener à Bamako pour correction. Voilà, un individu comme ça, c'est l'air pas, et il pense que lui, il est contre un État. Non, il faut qu'on soit sérieux. Donc, nous demandons à l'Algérie de livrer rapidement Malam Diko aux autorités nigériennes, maliennes, pour des questions Mamoudou Diko. Mamoudou Diko, tout à fait. Voilà. Mamoudou Diko, voilà. Un supposé opposant. Voilà, un supposé opposant. Il faut le livrer rapidement aux autorités maliennes pour des questions de diplomatie de haut niveau, parce que là où nous on est, ce n'est pas une question de qui doit diriger le Mali. Non. Comment on protège notre espace, non seulement pour le Mali, pour l'AES et aussi pour l'Algérie. Parce que, comme le frère venait de le dire, si les gars peuvent nuitamment venir demander à l'Algérie du gaz pour aller chauffer les maisons parce que l'hiver froid arrive, c'est le même Italie qui est dans l'Union européenne qui menace Niger de libérer Bazoum. Parce que dans leur paradigme, discuter pour avoir quelque chose n'est pas la norme. Il faut aller bombarder, détruire et prendre. C'est leur philosophie. C'est congénital. C'est pas... Comment on appelle ça? Il y a les anthropologues, c'est pas les anthropologues. Il y a Cheikh Anta Diop qui appelle ça le comportement des peuples nés dans un environnement nordique où le désert a été fatal à leur survie. Donc, ils ont développé l'esprit guerrier et l'esprit de guerre. C'est-à-dire se lever et aller prendre chez les autres. Tant que cette loi n'est pas établie, ils ne peuvent pas être heureux. Voilà pourquoi ils sont en perpétuelle crise. Oui. Et quand ils sont dans ce jeu-là, il faut chaque fois la peur de retourner en arrière les amène à multiplier beaucoup plus d'armes pour pouvoir les prendre ailleurs parce qu'ils ont peur de retourner à la case de départ. Comme nous comprenons maintenant ce jeu, voilà pourquoi les dirigeants de l'AES ont compris que la seule loi qui nous permet de faire face à ces gens, c'est la loi de la puissance. Et la loi de la puissance stipule que les États de l'AES
doit, dans un premier instant, se militariser jusqu'à un niveau extrême, sans concession. Parce que vous ne pouvez pas équilibrer les rapports de force en étant faible. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est comme le frère qui vient comment on appelle, de poser le débat à l'ONU. Mais quand ils sont allés là, l'Union européenne n'a rien dit. Ils se sont abstenus, alors qu'ils sont au cœur de l'esclavage. Parce qu'ils savent que c'est là-bas ils mangent. Mais pour que la loi là, c'est vrai, ils ont voté, mais ça ne va pas se matérialiser. Non, il ne faut pas rêver. Pour que la matérialisation vienne, il faut une puissance noire. Et cette puissance noire commence par l'AES. Et il faut, comme le capitaine Ibrahim Traoré l'a dit à Bamako, d'autres États doivent nous rejoindre pour former le magma. Ouais. Afin d'imposer ça. Parce qu'avec ces gars-là, il n'y a pas de discussion à avoir quelque chose. Non, non, non. Il faut la puissance et il faut un rapport de force de haut niveau. Voilà pourquoi je suis d'accord avec... Une masse critique. Claire, non seulement au niveau de la population, une masse critique qui comprend bien les enjeux et aussi au niveau militaire. Vous voyez comment l'Iran impose le respect maintenant? L'Iran lui seul décide de fermer le Deux-Torts et personne sur la terre ne peut parler. C'est comme ça. C'est ça qu'on appelle grande puissance. Qui impose le respect à celui qui se vantait hier que lui, il est le gendarme du monde. Il est à terre aujourd'hui, devant tout le monde. Il ne peut rien créer. Donc son président est devenu, fait oiseau tous les jours. Tous les jours, il parle. Donc, vous comprenez la réalité. Ça montre à quel point que quand quelqu'un passe son temps à parler, c'est parce qu'il ne peut rien créer. Donc, ça, c'est une leçon que les États de l'AES doivent tirer de la puissance militaire de l'Iran, de faire en sorte que demain, quand nous, on part à l'ONU pour s'asseoir là, nous, on a la bombe atomique auprès de nous. Hein. Donc, vous avez dit, l'enjeu même, c'est d'aller chercher la bombe atomique dans toute sa diversité et peut-être même fabriquer plus que ça pour pouvoir imposer le respect et faire en sorte que nous puissions protéger notre environnement. Parce que l'état actuel où nous sommes, c'est, vous savez, les gars, ils sont en décadence, comme le frère veut dire, c'est des États puissants, mais au niveau social, dont la qualité de vie est en rétrogradation. Et ça crée la peur. Donc, ils vont devenir plus violents, arrogants. Et pour faire face à ça, ah non, putain, il faut que nous, on se dresse. Absolument. Et si on ne se dresse pas et qu'on est toujours là dans nos débats de bas niveau, nous allons nous réveiller un matin, comme le dit le président de la commission des États de l'AES. C'est-à-dire, ils vont nous fragmenter. Et après la fragmentation, les débris là, ça va nous suivre de génération en génération. Et pour éviter ce chaos qui est devant nous, il faut qu'on se ressoude. Il faut qu'on se mette ensemble pour savoir que chaque décision que nous, nos autorités prennent, c'est pour nos intérêts. Parce qu'eux, au moins, ils ont des informations en premier main que peut-être à l'instant, ils ne peuvent pas nous donner parce qu'il faut traiter. Mais s'ils prennent des décisions, c'est parce qu'ils connaissent les enjeux. Et s'ils ont pu mettre en place les États de l'AES et ils ont pu monter une puissance militaire, la force conjointe, c'est parce qu'ils se sont rendus compte que l'ennemi qui est en face est sans sentiment. Absolument. Et pour le contrecarrer, il faut qu'on soit robuste, il faut qu'on soit bien solidifié sur le plan idéologique. Et comme le dit Cheikh Anta Diop, il faut nous armer de sciences jusqu'aux dents. C'est la seule issue qui nous reste. Absolument. Camarade Traoré, beaucoup pensaient que, au moins déjà, les rencontres, les sommets entre Alger et Niamey, on allait assister à la participation des autres États du Sahel pour donner cette image d'un ensemble unifié, d'un ensemble qui, sans doute, parle le même langage. Mais non, Niamey n'agit pas au nom de l'AES, mais Niamey agit pour le compte de l'AES. Puisque Niamey va refiler toutes les informations de cette coopération-là à l'AES. Voici, je suis allé discuter, voici ce qui peut arranger l'AES, voici ce qui ne peut pas. Toute action qui peut nuire aux intérêts de l'AES ne sera pas adoptée par Niamey. Ça, au moins, nous avons cette conviction. Comme le camarade vient de le dire, l'AES vient de loin. Avoir bâti une force commune, une diplomatie commune, une philosophie et une politique de développement commune, vraiment, c'est des pas de géant. Et dans la mobilisation des masses pour le développement, d'abord la mobilisation des masses pour lutter contre le terrorisme, c'est une grande école. Tout à fait. On acquiert de l'expérience. Et en cela, je pense que la coopération Niger-Algérie doit être un acquis. Parce que
Celui qu'on a en face a une longueur d'avance. Vous vous souviendrez que d'un point de vue historique, l'Algérie a fait des lettres de noblesse dans la lutte anticolonialiste. Elle a été anti-impérialiste avant l'heure. Oui. Nous sommes bénéficiaires de l'indépendance du fait de la lutte héroïque du peuple algérien. Ensuite, la lutte contre le terrorisme. L'Algérie a un savoir-faire à revendre. Et je pense que tout ce capital de savoir-là, si c'est bien négocié, le Niger pourra s'en inspirer et nous filer les leçons. D'ores et déjà, sur le terrain, nous apprenons davantage, mais un plus ne peut pas nuire. Absolument. Et donc, de ce point de vue, le Niger, comme tous les autres États de l'AES, ne perd pas de jeu les enjeux stratégiques. La mobilisation horizontale et verticale. L'harmonie pour défendre nos intérêts. Je pense que le Niger ne perd pas ça de vue. Donc, le Niger est dans l'AES pour défendre les intérêts stratégiques de l'AES. En coopérant avec Alger, ce n'est pas pour nuire aux intérêts de cette communauté-là. On va s'enrichir. Surtout que nous apprenons, les jours présents nous apprennent que le roi est nu, l'impérialisme est nu, le mensonge est dévoilé, les réalités ne sont plus les mêmes. On s'éveille à de nouvelles réalités. Absolument. Nous avons été bibironnés de façon éducative sur la suprématie de l'Occident. Or, le roi est tombé nu. Aujourd'hui, nous nous rendons compte, par l'expérience du quotidien et de l'actualité, que l'Occident n'est pas aussi fort qu'il le pense. Il y a la presse qui pompe par le mensonge et l'altération de certaines choses. Donc, dans la coopération, nous devons être vrais. Et les États de l'AES apportent une nouvelle diplomatie. La diplomatie directe de la transparence et de la vérité et de la cohérence. Dans ces ordres de fait-là, je pense que le Niger ne se soustrait pas à cette façon de faire-là. Rendre compte, être direct, et le président Tiani aura l'occasion chaque fois d'expliquer ce qu'ils font. Tout à fait. À chaque intervention, le camarade président Tiani explique, tout comme le camarade président Ibrahim Traoré explique ce qu'ils ont fait et ce qu'ils sont en train de faire. La vérité par les faits se démontre. Si le Niger coopère avec l'Algérie, le camarade Tiani va nous dire ce que le Niger gagne. Et si le Niger gagne, c'est l'AES qui est gagnante. Mais pourquoi pas un sommet avec les États de l'AES avec Alger? Ça ne saurait tarder parce que on va doucement pour mieux arriver. Absolument. Voilà. Parce qu'il viendra un temps où c'est le Niger même qui va indiquer à l'Algérie, je ne suis pas seul, je suis dans une communauté et pour que nous puissions valider ce que nous avions dit, il faut que nous ayons l'accueil de la communauté. Voilà. Et ça, je pense que la diplomatie commune et les politiques qui sont définies dans l'AES commandent ça. Le Niger ne va pas faire un enfant dans le dos de l'AES. Il prospère le jour où il faut faire des engagements suffisamment sérieux qui engagent la communauté. Et le Niger va se référer à l'AES. Tout à fait. Tout comme les initiatives qui sont entreprises du côté du Burkina. À un moment donné, quand ça dépasse des normes, il faut informer la communauté. Tout à fait. Et c'est la transparence, la diplomatie de la transparence et de la vérité, par les faits. Celui qui ne verse pas ça dans le débat commet donc des infractions. Et donc moi je pense que c'est de bon augure, comme le Burkina a des rapports avec le Maroc, et d'autres pays ne peuvent pas s'en offusquer. C'est le comportement des adultes. L'essentiel, défendons ce qui nous unit. En AES, qu'est-ce qui nous unit? L'ennemi commun, les problèmes de développement et la diplomatie commune. C'est ce qui a manqué par le passé parce que nous avons pratiquement les mêmes problèmes dans la sous-région. On apprend à régler nos problèmes ensemble. Oui. Nous sommes faibles parce que nous sommes divisés. Et donc, la division ne passera pas. Alger ne traite pas avec Niamey pour nous affaiblir. Au contraire, c'est pour nous renforcer. Voilà. D'accord. Camarade Kaboré, c'est vrai, Alger ne traite pas avec
bien sûr Niamey pour affaiblir l'AES, c'est pour plutôt donc renforcer les acquis déjà dans les rapports qui ont été lus à la fin donc de cette visite du Premier ministre algérien. On a parlé de défis sécuritaires et de défis énergétiques à travers donc cette centrale de 40 MW qui sera installée donc au niveau de Niamey, sans doute qui pourra profiter à l'ensemble de l'espace AES. Justement, aujourd'hui, quelles peuvent être vraiment les implications directes de cette relance de coopération entre Niamey et Alger sur l'ensemble donc de l'espace AES? Alors d'abord, il faut aborder la question sécuritaire qui a occupé une place de choix, effectivement, dans cette relance de la coopération entre l'Algérie et le Niger. Mais il faut savoir que c'est vrai, au centre, il y a aussi la question des hydrocarbures, en tout cas de l'énergie. Alors parlons de la sécurité. Ce qui est ressorti du représentant des officiels algériens, il a fait sortir une phrase où il a dit la sécurité du Niger, c'est la sécurité de l'Algérie. Absolument. Voilà ce qu'ils ont dit. Et qui est très vrai. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a très longtemps... C'est une image qui est très forte. C'est une image très forte parce que depuis très longtemps, lorsque nous étions sous le joug de l'impérialisme français, c'est-à-dire à tout moment, on crée des rébellions pour un régime qui n'est pas prêt de se soumettre aux injonctions de la métropole. Et l'État nigérien en a souffert, comme nous tous ici, au Mali comme au Burkina Faso. On fabrique même des coups d'État contre quelqu'un qui n'est pas prêt d'accepter ce qui lui a été dicté dans le cadre des intérêts de la grande puissance, qu'est la France. Alors, au Niger, je cite quelques exemples très rapidement avant de revenir dans le fond de votre question. Lorsque le président nigérien, à l'époque, avait décidé de ne renégocier le prix de l'uranium, on lui a simplement dit qu'il était en train de vouloir toucher effectivement à des choses qu'il va falloir faire attention. Il a continué et on lui a créé un petit coup d'État. Tout à fait. Au moment où il était en train d'appeler son chef de la sécurité pour dire attention, il y a des tirs, il va falloir voir, parce que voilà, le chef de la sécurité rappelle, dit non, ce sont mes hommes qui sont en train de tirer. Voyez-vous, donc le coup d'État est consommé. C'était effectivement Salou Guibo, le chef d'escadron à l'époque, qui a fait tomber effectivement le président nigérien à l'époque là. Alors donc, c'est pour vous dire que ce qui s'est passé très longtemps, c'était le cas. Et donc, c'était au port de l'Algérie. L'Algérie, c'est vrai, qui a pu quand même s'émanciper de la France en termes de sécurité et d'indépendance réelle. Parce que nous avons hérité notre indépendance avec des discours lus et avec des applaudissements qui étaient des indépendances sous les 11 accords coloniaux que nous avons maintenus jusqu'à présent, que nous avons heureusement aujourd'hui démantelés. Alors donc, le premier point, c'était la sécurité. Et il faut savoir que l'Algérie, c'est une puissance aussi en termes d'armement et de sécurité. Heureusement pour nous, nous avons les mêmes partenaires. Et c'est le plus grand pays de l'Afrique, là, en termes de superficie. Oui, je crois que maintenant, avec la scission même du Soudan, je crois que l'Algérie doit être le pays le plus étendu. Oui. Et donc, en termes de sécurité, l'Algérie a un savoir-faire. Ils avaient même commandé les avions de dernière génération avec la Russie, qu'aucun État africain avait. Si on veut classer sur le plan africain en termes de puissance, l'Algérie doit venir... C'est la deuxième puissance militaire au sud du continent africain. Donc, c'est vraiment un élément à prendre au sérieux. C'est pour dire, si nous sommes amis, soudés, les mêmes intérêts, dans la même vision, sans que l'Algérie fasse partie de l'AES, alors nous devenons une grande puissance à travers cette coopération déjà sécuritaire. Ça, c'est très important. Deuxième élément, c'est la question de la migration. Vous savez très bien que beaucoup de subsahariens remontent vers l'Europe en passant par les voies du désert, et le Niger est devenu comme un passage obligé. C'est un pays de transit et beaucoup de pays, de ressortissants des pays subsahariens transitent par le Niger et empruntent la voie pour l'Algérie, pour la Libye. Et ce qui concerne l'Algérie, la migration est devenue un problème qu'il fallait résoudre. Tout à fait. Et donc, l'Algérie avait créé vers le sud de l'Algérie ce qu'on appelle le pays des migrants. Oui. On les ramassait vers Alger, au nord,
Et on les débarquait en plein désert. On a créé tout un village. On les dépose avec, s'ils ont la chance, avec un seul bidon d'eau. Tout en sachant qu'effectivement cela ne va pas durer. C'est le désert qui fera venir faire le travail après la soif. Voilà comment traiter les Sud-Sahariens. Donc, si après la sécurité, on peut gérer un problème qui peut nous arranger tous, c'est la question des migrations. Et ça, l'Algérie est totalement consciente. Si c'est bien réglé, ça nous profite tous. Vous savez que très bien, le corridor libyen était devenu un enfer, était devenu catastrophique. L'Europe qui a tout mélangé depuis le départ de Kadhafi, qui était un verrou qu'on a fait sauter. Donc, tout est devenu difficile en termes d'immigration et de gestion de migration au niveau du Sahara. Donc, l'Algérie, en prenant ce deuxième point, peut nous aider à gérer tout ça. Donc, le troisième point qui était devenu celui du pétrole, enfin des hydrocarbures, comme nous l'avons dit, il y a une société algérienne, Sonatrach, qui va reprendre à la faveur de ces accords qui ont été signés récemment, qui ont pris fin effectivement, qui ont été signés le 24 mars dernier. Alors, la Sonatrach va reprendre le forage au niveau du nord du Niger sur le pétrole. Mais c'est une bonne chose pour nous. Nous avons de l'expertise. Voilà que nous pouvons faire de la coopération sud-sud un levier de développement sérieux et certain. C'est pour vous dire, si cette expertise est acquise, nous pouvons effectivement l'amener au nord du Mali pour faire les mêmes forages. Absolument. Au nord du Burkina pour faire le même forage. Partout là où besoin se fera en termes de recherche d'énergie, en tout cas au niveau du pétrole et des énergies fossiles. Dans l'AES, cette expertise peut être rééditée à souhait pour le bonheur de nos populations de l'AES et partant de nos relations avec l'Algérie. Tout à fait. Donc ça, c'est très important. Et voilà effectivement des éléments qu'on peut considérer qui puissent bien cimenter davantage les relations entre l'AES et l'Algérie. Camarade Komtobré, l'Algérie, c'est la deuxième puissance militaire du continent africain après l'Égypte. C'est un atout quand même qui peut profiter à l'AES. Surtout, c'est fondamental parce que sa frontière avec le Niger, c'est à peu près 1000 km. C'est tellement large. Et quand vous prenez le Niger, vous voyez, il fait frontière avec le Nigeria. Vous connaissez le comportement de Tinubu. Ce n'est pas un sérieux. Le Bénin, vous connaissez le comportement des Talons. C'est un pays pivot où la France nage. Tout le nord du Bénin, c'est les Français qui nagent là-bas avec les terroristes. Vous prenez la Libye, vous connaissez l'intérieur, c'est que ça est. Vous prenez le Tchad, qui se débrouille. Bon, il reste quelle zone? C'est le Burkina, c'est le Mali et c'est l'Algérie. Alors que tous ces pays-là font frontière avec le Niger. Donc, il était fondamental pour le Niger de normaliser la relation là avec l'Algérie, non seulement en ouvrant, comment on appelle ça, en sécurisant cette bande, et aussi, voilà, ouvrir les portes, voilà, du développement avec les grands projets que le frère vient de citer. Et c'est capital parce que si on laisse cette portion-là est insécurisée, ce n'est pas bon non seulement pour l'AES, mais aussi pour l'Algérie. Et ça va être une no man's land incontrôlable. Et les bandes aiment ça. Et l'Occident aime ça. Quand comment on appelle ça, c'est désorganisé, on fait tout et n'importe quoi. Donc, avoir un axe, si l'axe Algérie, Niger, cette bande est sécurisée, ça permet maintenant au Niger de se concentrer surtout vers le Bénin. C'est fondamental. Parce que avec le comportement que nous connaissons des Talons, un être volatile, c'est très compliqué. Et étant donné que la France a pris le nord du Bénin pour faire son territoire d'outre-mer conquis et acquis, donc il va de soi que pour nous, AES, nous suivons cette zone de près. Et vous-même, vous savez que si le nord du Bénin est envahi, il y a le nord du Burkina qui est collé au nord du Bénin. Donc c'est fondamental pour nous-mêmes notre sécurité. Voilà. Et ça permet aux soldats nigériens et les soldats de l'AES de sécuriser cette bande. Même si nous, on sait qu'au côté Côte d'Ivoire aussi, la frontière là-bas, avec ce que nous connaissons avec le leader charismatique Alassane Dramane Ouattara, qui est lui-même un dramatique. Donc, c'est pour dire que pour le cas de l'AES, c'est fondamental pour nous de faire en sorte que, avec l'histoire que nous avons avec l'Algérie pour son combat d'indépendance, de normaliser ces liens. C'est encore plus intéressant même pour l'Algérie parce que lui, il était en train d'être lâché sur le plan diplomatique. Le Maroc, la France et les États-Unis reconnaissaient déjà le Sahara occidental, alors que le Sahara occidental, c'est un enjeu pour l'Algérie parce qu'il y a du pétrole. Ouais. Donc, vous voyez, donc en revenant vers l'AES, c'est comme s'il fait un bloc pour mettre la pression à ceux qui sont en train de vouloir valider l'accession du Sahara occidental au Maroc.
Donc vous voyez, donc ça contrebalance. Et l'Algérie voit que c'est un poids. Mais tu ne peux pas vouloir faire ça et avoir un ennemi dans l'AES, ça ne marche pas. Voilà pourquoi rapidement, l'ambassadeur du Mali est reparti en Algérie. Donc ça veut dire que diplomatiquement, c'est en train de se normaliser petit à petit, comme le papa venait de le dire. C'est vrai qu'à un moment donné, on peut faire un grand congrès Algérie, AIS, où on aura un front direct, mais comme il y a eu des soubresauts, il faut commencer à laisser l'eau se dissiper petit à petit pour qu'on arrive à la phase dont nous tous nous souhaitons, parce que avoir l'Algérie destituée, c'est pas bon. Et quand vous regardez le 24, je crois que c'est en décembre 2025, c'est à Paris que les gars de Kabylie ont déclaré leur indépendance. C'est-à-dire, la France même se rend compte que la déstabilisation même de l'Algérie peut être un facteur pour casser l'AES. Donc vous voyez, tout est calculé actuellement. Donc nous aussi, on ne peut pas laisser l'Algérie tomber. D'accord. Donc on va dire à l'Algérie, c'est vrai que tu voulais utiliser le nom du Niger, mais voilà, vu la puissance de feu de l'armée de l'AES, voilà, il faut oublier cette histoire et reconcentrer sur toi-même. Maintenant, si c'est en matière de richesse, on peut se partager. Absolument. Ce qui est dans le sous-sol, on peut améliorer nos conditions de vie entre nos peuples. Ça pour permettre aux populations de ne pas se balader dans le désert parce que c'est une perte. Quand vous avez des jeunes hommes et des jeunes femmes en âge de travailler et qui courent partout dans le continent pour rejoindre l'autre côté alors que là-bas même c'est en faillite, donc il faut créer un environnement vivable et permettre à nos frères de travailler non seulement pour le Burkina, pour l'AES et aussi pour l'Algérie. Parce que si vous avez une population jeune qui travaille, vos entreprises fonctionnent et c'est fluide pour l'économie. Et je pense que si l'Algérie a compris ça, je pense que c'est un tournant géopolitique très puissant qui démarre et ça va être une leçon pour ceux qui sont en train de dormir toujours dans l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Est pour dire que l'homme noir a l'obligation de s'unir et de former un bloc puissant face aux grands soubresauts qui sont en cours dans le monde. Absolument. Camarade Traoré, un petit mot. Il y a un nouveau négociateur qui a été installé donc au niveau de la CEDEAO pour négocier avec les États de l'AES. Un petit mot en 30 secondes. Bon, c'est toujours bon de prendre toujours conscience. Il ne faut pas refuser. Parce que si la CEDEAO reconnaît maintenant l'AES, c'est déjà un pas. Avant, la CEDEAO négociait, intuitait en voulant diviser. Maintenant, constate la véracité du bloc AES. C'est à tout notre honneur. On ne ferme pas les portes. Il fallait qu'ils acceptent et admettent notre souveraineté. L'AES est une réalité. Absolument. Qu'il y ait un nouveau négociateur, nous nous félicitons de cette prise de conscience-là. L'AES est unique, nous défendons des intérêts stratégiques, nous n'avons pas trouvé nos intérêts en CEDEAO, maintenant nous sommes autonomes, que la CEDEAO se ravise et vienne à nous. Absolument. Il n'y a rien de tel, nous défendons les mêmes populations, c'est pour le bonheur de tous les peuples de l'Afrique occidentale. Absolument. En tout cas, le président de la Sierra Leone, Julius Maada Bio, met en tout cas un point d'honneur à son mandat. Il faut que ce mandat réussisse en ramenant peut-être les États de l'AES au niveau de la CEDEAO. En tout cas, nous souhaitons bonne chance à ce nouveau négociateur. Voilà, c'est la fin donc de cette émission. On va souhaiter une très belle compréhension donc de l'ensemble des préoccupations du monde et surtout des pays de l'Afrique et surtout que Dieu veille sur l'AES et sur le Burkina Faso. Portez-vous bien.